à tous. C'est la nouvelle arme des ONG, s'appuyer sur des textes votés en France ou sur des engagements pris en Europe pour lancer des procès dans le monde entier. On appelle ça le soft power. Des gouvernements sont mis en cause pour non-respect de leurs engagements climatiques. Des entreprises le sont pour entorse à leur devoir de vigilance, une notion introduite dans le droit français en 2017. On a vu plusieurs exemples récents d'actions lancées par des ONG, notamment contre le groupe Casino en mars dernier, qui pointait des liens entre la viande vendue par le groupe, la déforestation illégale. Ces actions le montrent. Nous sommes entrés aujourd'hui dans une forme de guérilla environnementale. En parallèle, les États durcissent aussi leurs actions. L'opinion le réclame. La crise sanitaire a accentué cette conscience écologique de nos concitoyens. Pour en parler, évoquer ces notions, on va accueillir tout de suite trois intervenants au profil très divers mais complémentaires. Je vais les appeler sur scène. Marianne Frison-Roche, bienvenue. Amiral Pierre Vandier et puis Mehdi Colli. Je vais vous demander de vous installer. Merci d'être avec nous. Je vais vous présenter un peu plus exhaustivement. Marianne Frison-Roche, vous êtes agrégée de droit, professeure à Sciences Po et spécialiste justement de ce droit de la régulation. On va revenir avec vous tout à l'heure sur les contours et les limites peut-être de ce nouveau soft power. Amiral Pierre Vandier, vous êtes chef d'état-major de la Marine. Nous sommes honorés de vous recevoir et à ce titre à la fois aux avant-postes des conséquences du réchauffement climatique sur les océans, de certaines de ses causes. Vous nous parlerez notamment de ce que fait la Marine française pour contrôler, sanctionner ces pollutions. Et puis Mehdi Colli, cofondateur de Time for the Planet, c'est un fonds d'investissement citoyen dont la mission est de financer les projets, les start-up qui travaillent à des solutions. Donc, bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. On va commencer par l'amiral Pierre Vandier, donc je vous préviens qu'il devra nous quitter bientôt pour un rendez-vous important, mais qui nous fait l'honneur de commencer cette table ronde avec nous. Pour dresser un état des lieux, si je puis dire, de la situation, le changement climatique, vous l'observez et vous observez ces répercussions majeures sur les océans, des répercussions biologiques, bien sûr, mais aussi géopolitiques, finalement. La pêche illicite est un de vos sujets de préoccupation, particulièrement d'actualité, d'ailleurs. Pêche non déclarée, non réglementée. Les déplacements des populations de poissons, également, à cause du changement climatique, sont des sources de tensions stratégiques. En quoi la pêche, aujourd'hui, c'est pour vous un enjeu majeur ? Alors pour revenir sur le réchauffement climatique, donc qui se manifeste dans beaucoup de secteurs, surtout en mer, on le voit à travers la succession plus répétée, plus rapide des événements climatiques majeurs, qui nous conduisent en tant que marine à participer plus souvent à des opérations d'assistance aux populations. On le voit par l'ouverture de nouvelles voies maritimes, et notamment c'est toute la problématique du Grand Nord, et puis on le voit par le réchauffement des océans qui modifie les zones où les États pêchent. Donc tout ça a été réglementé par des zones économiques exclusives, où globalement elles avaient été dessinées de manière à ce que les pays puissent, dans ces espaces, trouver des ressources nécessaires à leurs activités économiques. Et aujourd'hui, ces espaces, en fait, se déplacent, les poissons évoluent en fonction de réchauffement, et donc là où il y avait du poisson, il n'y en a plus, là où vous en aviez dans vos eaux, en fait ils sont chez le voisin. Et donc assez vite, on rentre dans des problématiques de rapport de force économique et puis parfois sécuritaire. Alors vous, marine française, vous voulez protectrice également de cet environnement. De très nombreux navires circulent, notamment dans le détroit du Pas-de-Calais. Ils émettent des gaz très polluants. Comment contrôlez-vous, et sanctionnez-vous d'ailleurs, cette pollution? Vous utilisez, je crois, des drones renifleurs? Alors, pour les affaires de pollution, donc, la marine française surveille les espaces qui sont sous sa responsabilité. Donc on a des patrouilles d'avions qui surveillent notamment les dégazages des bateaux. Donc c'est quand ils nettoient leur soute et donc renvoient les fonds de cale à la mer.
On a régulièrement ce genre de pollution, ça défraie bien la chronique. Maintenant, on arrive avec les outils de traçage des trajectoires des bateaux, de pouvoir dire c'est tel bateau à telle heure, tel endroit, et de pouvoir ensuite prendre des mesures, des sanctions, des arraisonnements, et donc des amendes, etc. Sur les drones aujourd'hui, donc on utilise ces drones, donc ce sont des développements de nouvelles technologies. On va renifler les émissions des cargos pour voir s'ils obéissent aux réglementations en matière de soufre. Donc si le carburant qu'ils utilisent est bien un carburant qui est moins émetteur de particules polluantes. Et beaucoup d'infractions, c'est quoi la proportion que vous observez? Donc là, actuellement, on est en train d'expérimenter cette technique. Donc on a quelques dizaines de cas par an. Et donc on est en train d'élaborer en fait un processus pour le faire de manière plus souvent, plus systématique, et avoir un effet de contrainte sur cette autoroute du monde, qui est le Pas-de-Calais, qui est une des 2 zones les plus densément traversées par des bateaux de commerce. Alors, là, vous en parliez tout à l'heure, les zones de pêche se modifient. Alors, la mer, c'est pas non plus un Far West. Elle est régie par des règles internationales, notamment la Convention de Montego Bay. Elle pose des limites juridiques, notamment sur les eaux. Est-ce qu'elle est respectée? Est-ce qu'il faudrait changer ces législations? Comment on fait? Alors, dans les années 80, finalement, après la Seconde Guerre mondiale, un travail de fond a été entrepris sous l'égide de l'ONU pour poser les bases d'une constitution des océans. Donc c'est vraiment un travail juridique d'une très grande ampleur qui a été fait, et donc qui a abouti en 1982 à signer cette convention à Montego Bay, et qui sert aujourd'hui de base, qui est quand même globalement acceptée par tous, même si de grands États ne l'ont pas signée. Aujourd'hui, par exemple, les États-Unis n'ont jamais signé la convention de Montego Bay. Et pour autant, quand ils parlent de freedom of navigation, en fait, ils utilisent ce qui a été posé par la convention. Les 12 nautiques, qui sont donc les 24 km d'eau territoriale, aujourd'hui c'est quelque chose qui est adopté par tout le monde. Certains pays, sauf quelques pays, mais globalement c'est devenu une référence. Donc aujourd'hui, pendant ces 40 années, on va fêter en janvier le 40e anniversaire de cette convention. Finalement, ce droit s'est imposé. Aujourd'hui, il est contesté parce que, donc on en a parlé, l'évolution climatique fait qu'il convient moins bien à des pays qui aimeraient bien aller récupérer des ressources ailleurs, parce que la technologie permet aujourd'hui d'aller faire des choses en mer au-delà de la zone économique exclusive, qui est de 200 000, 400 km, et donc l'offshore profond, les nodules polymétalliques, les câbles sous-marins, on a une appropriation des espaces sous-marins de haute mer, donc qui sont res nullius, qui sont le bien de tous. Et donc on voit bien que cette convention aujourd'hui commence à avoir des fragilités. Et puis on a des pays qui, par la politique du fait accompli, vont bétonner un atoll, y mettre une piste d'atterrissage, le lendemain des missiles, et revendiquer zone économique exclusive et eaux territoriales qui vont avec. Donc on est dans une phase où, sans être complètement fragilisé, le droit international n'est pas respecté et dans certains endroits contesté. Mais comment on fait, justement ? Parce que là, est-ce qu'on peut progresser vers une nouvelle régulation où justement les ressources sont telles que certains États vont vouloir s'affranchir de ce consensus international? Alors, la France se trouve pour 2 ans responsable d'un forum qui s'appelle l'IONS. Donc c'est Indian Ocean Navy Symposium, dont je suis le président pour 2 ans. Et donc on a, sur l'exemple de l'océan Indien, avec tous les pays riverains, 25 pays riverains de l'océan Indien, on a mis sur la table ces questions-là. C'est-à-dire qu'on a des sujets d'interopérabilité, d'assistance aux populations. Nous avons mis sur la table, dans ce forum, les problèmes de sécurité environnementale. Et donc aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un grand intérêt à ce que les États puissent discuter de l'impact climatique sur leur sécurité et sur le droit, de manière à ce que ces problématiques de friction, de pêche, d'exploitation de haute mer soient abordées non pas sous l'angle de la prévarication et du fait accompli, mais bien sur une approche plus responsable, plus partagée. Une grande difficulté aussi, c'est de parvenir à une réglementation commune sur les navires, sur les cargos qui croisent dans ces mers et qui constitue le commerce mondial. La marine marchande, ça représente, je crois, près de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Une part énorme, 18% de ces émissions des transports est liée au transport maritime. Et je me tourne vers vous, Mehdi Colli, parce que Time for the Planet a justement investi dans un projet qui permet de réduire la consommation de carburant, de fuel lourd.
Effectivement, oui, c'est une des premières entreprises dans lesquelles on a investi l'argent levé auprès des citoyens et des entreprises actionnaires de Time for the Planet. Et donc, c'est une entreprise qui a été montée à l'origine par le navigateur Yves Parlier, qui a gagné énormément de courses de voile. Et le principe, c'est d'utiliser des kites géants manœuvrés avec l'intelligence artificielle pour économiser entre 10 et 30, voire 40% de carburant selon les routes et selon le contexte du vent. Et cette solution-là nous plaît beaucoup parce que finalement, c'est pas quelque chose, c'est pas du très high-tech, il n'y a pas besoin de 20 ans pour pouvoir le mettre en place, c'est actionnable dès maintenant, il y a déjà des prototypes vendus. Et par contre, ça permet de faire des économies de CO2 radicales tout de suite. C'est un projet, hein, on est d'accord, ça n'existe pas encore. Si, la première vente a eu lieu, c'est expédié, voilà, donc c'est parti. Est-ce que c'est une problématique, ça, Amiral, des pollutions des mers? Est-ce qu'on a du mal à obtenir simplement une réglementation internationale? Aujourd'hui, en Europe, on voit se développer des réglementations sur l'accès dans les ports. Donc, c'est toute la problématique, par exemple, du GNL, du gaz naturel liquéfié, ou du bioéthanol, où en fait, on va avoir progressivement des réglementations en termes d'émissions de carbone de plus en plus contraignantes, qui vont contraindre l'industrie du transport maritime à se transformer. Donc, j'ai rencontré des patrons de grandes entreprises maritimes. On voit bien que c'est aujourd'hui au cœur de leurs préoccupations sur les porte-containers géants, de pouvoir réduire de manière massive les émissions de carbone, comme c'est aussi le cas dans l'industrie de l'aviation. Voilà, donc je pense que la réglementation par l'accès aux ports dans les pays qui seront volontaires... Par l'électrification notamment ou Alors l'électrification sur des voyages qui durent 3 semaines, c'est un peu compliqué. Donc on restera sur des carburants, on restera probablement sur des énergies fossiles avec des très basses émissions de carbone. Alors, comment fonctionne Time for the Planet, justement? Comment vous faites pour sélectionner vos projets? Dans quoi vous investissez? J'imagine que c'est lié aux raisons pour lesquelles vous avez créé ce fonds. Alors, pourquoi j'ai créé ce fonds? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a une conscience environnementale de naissance. Ça m'est venu comme tout le monde dans les 5-10 dernières années. Par contre, quand on prend la vraie claque climatique, on peut avoir une petite période dépressive. Alors pour moi, elle n'a pas été trop longue parce que j'ai eu la possibilité de me mettre en action très vite. Mais le problème, c'est qu'en fait, en tant que citoyen, une fois qu'on a décidé de manger beaucoup moins de viande, de plus trop prendre l'avion et puis d'acheter une trottinette, on a fait un peu ce qu'on pouvait faire. Donc moi, je l'ai fait. J'ai fait des changements radicaux. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour aller beaucoup plus loin et agir à l'échelle mondiale? On sait que la vraie question, c'est comment on produit les biens et les services à très très grande échelle. Et donc pour ça, si on veut que les citoyens puissent avoir sa voix, il faut qu'ils se regroupent. Donc on a créé ce fonds d'investissement, Time for the Planet, en disant n'importe qui peut acheter des actions de cette société en ligne, ça prend 2 minutes. Et il se trouve qu'en l'espace d'1 an et demi, on est devenu le plus grand crowdfunding de l'histoire en France, un des plus gros en Europe désormais. C'est une levée de fonds permanente, 1 euro l'action, n'importe qui peut l'acheter. Et le processus de sélection, c'est pareil, basé sur le crowd, la foule, puisqu'en fait, ce qu'on fait, c'est que on sait qu'on a des milliers d'actionnaires, on en a 32 000 maintenant. Dans ces milliers d'actionnaires, il y a beaucoup de scientifiques, d'entrepreneurs. Et donc, en fait, on a mis en place un système d'évaluation. Les gens s'inscrivent à une formation de 2 heures, et on leur explique ce qu'on cherche comme innovation mondiale, etc. Une fois qu'ils ont eu cette formation-là, ils vont évaluer. Et on s'est rendu compte que 50 personnes qui évaluent sur notre plateforme, sans qu'on ait besoin de contrôler les CV à l'entrée, parce qu'en fait, les gens se motivent à le faire quand même, c'est du temps, c'est parce qu'ils savent le faire. On a le même résultat que quand c'est un membre de notre comité scientifique expert qui va regarder l'innovation. Et donc, on a 4000 personnes qui ont déjà été formées, on en forme des centaines en fait chaque semaine. Et une fois que les évaluateurs ont sélectionné le top 5 d'un trimestre, sur les 500 innovations qu'on a reçues en 9 mois, là, à ce moment-là, on les amène à notre comité scientifique, où là, du coup, il y a le CNRS, le CEA, etc. Et on a évoqué le cargo kite, je ne sais pas comment on l'appelle. Il y a d'autres projets comme ça emblématiques, très porteurs pour vous? Alors, il y a une grande question, c'est la question des climatisations. Tout ce qui est refroidissement, c'est souvent basé sur des gaz qu'on appelle HFC, qui sont 1500 fois pires que le CO2. On a investi dans une innovation qui s'appelle Leviathan Dynamics et qui permet de faire du refroidissement zéro CO2, zéro gaz HFC, puisqu'on le remplace par de l'eau. On a aussi une autre innovation qui est plutôt dans la captation des CO2, basée sur une technique de minéralisation qui fonctionne aussi avec l'océan. Alors, votre fonds d'investissement repose sur le crowdfunding, vous l'avez dit. On voulait justement en parler parce que
c'est son mode de fonctionnement qui est intéressant. On va regarder une petite vidéo qui explique mieux que je ne le ferai en détail votre système de dividende climat. C'est justement ce que vous proposez aux entreprises pour qu'elles investissent. On regarde et on en parle après. Vous avez prévu quoi en 2050? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais il paraît qu'on va tous mourir. Pas trop chaud? Allez, on change le plan. Aujourd'hui, 2 stratégies s'opposent, mais semblent se rejoindre dans leur inefficacité. D'un côté, ceux qui veulent que rien ne change, business as usual. De l'autre, ceux qui disent que le grand châtiment est arrivé et que la fin du monde est proche. Et nous, au milieu, comme des... Et si on prenait le problème à l'envers? Avez-vous jamais imaginé qu'avec des boîtes, on pouvait éviter la cata climatique? Des boîtes, oui. Ah non, pas celle-là, non. Mais celle-là, celle qui façonne le monde dans lequel nous vivons. Si c'est l'argent qui décide de tout, alors jouons sur le terrain économique, mais avec nos propres règles. Puisqu'on n'a plus le temps, prenons le système économique à son propre jeu. C'est l'ambition de Time for the Planet. Rassembler 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises pensées de A à Z pour lutter contre le réchauffement climatique. Sa recette? Détecter des innovations scientifiques qui permettent de régler le problème des gaz à effet de serre. Par exemple, construire avec de nouvelles méthodes. Les ciments actuels sont responsables de 5% des émissions de CO2. Remplacer les data centers par des technologies 1000 fois moins consommatrices en énergie. Et même capter le carbone à la sortie des cheminées d'usines. Les transformer en entreprise grâce à des entrepreneurs à succès et injecter de l'argent, beaucoup d'argent, pour que ces boîtes deviennent très vite mondiales parce qu'on n'a plus le temps. Mais le problème, c'est que même avec beaucoup d'argent, on peut toujours se planter. C'est pour ça qu'il y a un ingrédient magique, l'open source. Time for the Planet va mettre toutes ces découvertes gratuitement à disposition du monde entier pour que des milliers d'autres entreprises se créent en les copiant. Time for the Planet est déjà dans le top 10 des plus gros financements participatifs européens. Qu'est-ce qu'il manque alors? Eh bien, juste toi. Nous sommes déjà des milliers, soyons des millions. Sur le site Time for the Planet, deviens copropriétaire d'un projet hors norme. Puisque personne ne viendra nous sauver, on va se sauver nous-mêmes. Et pour cela, on va avoir besoin de force, de ta force. La plus grande aventure de l'histoire de l'humanité t'attend. Alors, partage cette vidéo. Merci. Oui. Alors ça a convaincu, hein, parce que vous le disiez, 32 000 actionnaires, ça plaît aux gens. Vous auriez pu aller frapper à la porte de grandes entreprises, de grands investisseurs. Pourquoi non? Parce que c'est impossible d'aller voir une grande entreprise ou un grand investisseur lorsqu'on est juste au tout début d'une aventure comme ça, puisqu'en fait on a démarré, on était juste 3 autour d'une table. Pour obtenir leur écoute, il faut avoir déjà commencé quelque chose, démontrer un modèle. Par exemple, mis en place le processus avec le comité scientifique, dans lequel on a quand même le CNRS, le CEA, etc. Il fallait aussi qu'on ait déjà de l'argent pour pouvoir montrer qu'on était capable d'investir réellement dans des entreprises, etc. Et donc ça, on ne pouvait pas le faire autrement qu'en disant, bon, bah là, on est 3, soyons 1000, soyons 10 000, soyons 30 000. Et puis vous teniez à l'open source. Exactement, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est pas du tout intuitif, mais de toute façon, les solutions qui changent réellement le monde sont toujours contre-intuitives au départ. Donc il faut démontrer. Personne ne va vous écouter si vous venez juste avec une idée, vous devez venir avec quelque chose qui fonctionne déjà. Là, le principe, c'est que les technologies que vous voulez financer, qu'elles soient accessibles. Oui, mais c'est pas une vision naïve, c'est-à-dire qu'on utilise le terme open source parce que c'est ce que les gens comprennent le plus facilement, mais en réalité c'est un système de licence libre. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails juridiques, mais on utilise le droit pour pouvoir créer un nouveau deal dans lequel c'est équilibré. Je vais schématiser beaucoup. Là, ce n'était pas la vidéo des dividendes climat, c'était la vidéo de présentation de Time for the Planet, mais pour vraiment aller très très simplement, le retour qu'on propose à nos actionnaires est un retour en CO2 économisé, qu'on appelle, nous, le dividende climat. C'est-à-dire que si, par exemple, Time for the Planet permet d'économiser 1000 tonnes de CO2 et que je possède 10%, je vais récupérer 100 tonnes de CO2, donc 100 dividendes climat. Et tout notre système contractuel de licence libre qui permet effectivement de copier nos innovations est basé sur la valorisation du carbone qui va être réduit. Et ça intéresse beaucoup les entreprises. Donc c'était la deuxième phase de notre plan. Et là, on va voir les entreprises, on leur dit, vous allez acheter des tonnes de CO2 futures, réduites et récurrentes annuellement. Et ça intéresse tout le monde et ça nous ouvre toutes les portes.
Je vous interromps pour rappeler à Monsieur l'Amiral que pour lui remercier beaucoup d'avoir été avec nous ces quelques minutes. Je crois qu'on vous attend à l'Élysée, donc on est d'autant plus honorés de votre présence. Merci. Merci beaucoup. Et je vous libère. Et je reviens vers vous, Mehdi Colli. Comment est-ce que vous pouvez mesurer le retour sur investissement? Comment calculer et prouver que ce que vous avez financé permet effectivement une lutte contre le réchauffement climatique et de le chiffrer, puisqu'on veut le transformer en dividende climat, comme vous le dites? Lorsque vous créez un standard, la première chose que vous faites, c'est un protocole, et vous ne le faites pas tout seul. Parce que si vous le faites tout seul, forcément, vous n'allez pas arriver à quelque chose d'équilibré. Donc on a tout de suite mis dans nos groupes de travail des experts issus de l'ADEME, de la société Carbone 4, Net Zero Initiative, qui est vraiment le référentiel principal en France, et puis une multitude d'experts qui ont fait les relectures, français, internationaux aussi. On a ce protocole qui fait que maintenant, n'importe quelle entreprise d'audit peut valider un dividende climat pour n'importe qui. Il suffit de lire le protocole et d'appliquer les règles. Et donc, par exemple, KPMG France nous a dit, nous, on est prêt à générer du dividende climat sur la base du protocole. On a participé au groupe de travail, on y va. À partir du moment où vous convainquez autour de vous des gens qui sont capables eux-mêmes de faire la publicité du processus, votre processus existe. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans un domaine où on peut normer sans avoir besoin du législateur. Ça peut être pris en compte réellement sans autre régulation que la volonté des uns et des autres d'y participer. Tout à fait, à partir du moment où vous respectez l'ordre public, bien sûr, que vous ne contrevenez pas à des règles existantes, mais nous, on va plutôt au-delà de ce que la loi demande. Vous avez une loi, par exemple, qui maintenant interdit le fait de dire qu'un produit est neutre en carbone, par exemple le plein d'essence neutre en carbone ou le billet d'avion neutre en carbone. Nous, on est complètement dans cette philosophie-là, puisqu'on interdit de soustraire le dividende climat à un bilan carbone existant. On dit aux entreprises, vous allez pouvoir dire, voilà quel a été l'impact de mes investissements en capital dans des entreprises qui changent le monde, qui permettent de baisser les émissions de CO2. Voilà les émissions exactes que ça a représentées. Quand j'ai mis 1 €, ça a fait tant. Voilà ma contribution à la neutralité mondiale. Mais le but, c'est pas d'aller dire, je suis neutre en carbone, parce que ça, c'est une absurdité scientifique. Est-ce que, Marianne Frison-Roche, est-ce que pour vous, c'est un outil utile pour les entreprises? Parce qu'il y a aussi la question de la certification de ces... Tout ce qui peut être utilisé doit l'être. Et donc, ce que votre interlocuteur disait est très pertinent. Et à la fois, la loi doit s'appliquer, les initiatives de chacun sont bienvenues. Et par exemple, les contrats sont bienvenus, la certification sont bienvenus, la façon de rémunérer, de récompenser, tout ça, c'est bienvenu. Ce sont des legal makers, comme votre titre de journée l'a choisi. Donc tout ça converge. Il n'y a pas au moins de hiérarchie, il n'y a pas un législateur qui ordonne et puis les autres qui se soumettent et qui exécutent. Ça doit venir de tous les côtés, parce que comme l'a mis votre titre de table ronde, comme la planète brûle, ce n'est peut-être pas le moment de faire la fine bouche et de dire l'association n'a rien à prendre comme initiative, elle doit attendre qu'on lui donne des ordres ou qu'on lui donne l'autorisation. Non, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut que chacun, dans sa mesure, là où il est, fasse quelque chose. Et donc, que par exemple une association, quand vous étiez tout seul ou à 3, et puis maintenant que vous êtes à 35 000 et quand vous serez à 250 000, fasse quelque chose, le législateur ne peut qu'en être ravi. Alors justement, les citoyens, les ONG de plus en plus contraignent les entreprises, les États à rendre des comptes devant les tribunaux de leur incapacité à répondre à cette urgence climatique et humanitaire. Vous êtes spécialiste de ce droit de la régulation, on le disait. Le climat, même dans les prétoires maintenant, est un enjeu qui est devenu fondamental, qui est devenu même central. On parle de justice climatique, d'ailleurs, et plus de droit à l'environnement, ce qui est symboliquement important, non? Le droit du climat, c'est un autre droit que le droit de l'environnement, parce que le droit de l'environnement, c'est le fait que les êtres humains ou les organisations ne vivent pas d'une façon isolée, mais vivent dans leur environnement. Et le droit du climat, c'est autre chose. C'est le fait que si l'on ne fait rien, il est déjà acquis scientifiquement
que nous avons devant nous une crise systémique terrible. Et de cela, chacun a conscience, par exemple, et il faut trouver des personnes qui agissent. Et les cas climatiques, c'est lorsque des personnes, par exemple la population, vient demander au juge de faire quelque chose. Et à ce moment-là, ça s'appelle un cas climatique. Et rien qu'en 2021, vous avez des très hautes juridictions ou même des juridictions ordinaires, enfin toutes les juridictions ont été saisies de ces cas climatiques. Par exemple, le tribunal constitutionnel allemand, dans un jugement extrêmement important, a dit qu'une loi qui avait été adoptée par le Parlement allemand et qui se contentait de dire, alors même que l'objet de la loi était de lutter contre le changement climatique, le Parlement allemand avait dit que à partir de 2030, eh bien, une loi ultérieure interviendrait peut-être. Et le tribunal constitutionnel allemand a dit que le fait même de dire que le législateur avait la possibilité donc de ne rien faire suffisait à rendre la loi contraire à la Constitution. De la même façon, ça c'était le 29 avril 2021, le 26 mai 2021, le tribunal de La Haye, en première instance, a condamné Shell en disant que Shell devait faire quelque chose en tant que l'entreprise émettait des gaz à effet de serre dans son activité et au regard des personnes dont elle doit rendre compte. Et donc, Shell n'a pas été condamné à des dommages et intérêts, car dans ces matières-là, l'argent, c'est bien utile l'argent, mais disons que ça ne suffit pas. J'ai écouté avec grande attention ce que vous disiez sur les dividendes climatiques plutôt que les dividendes pécuniaires, et donc Shell a été condamné à faire quelque chose. Et pour prendre le droit français, le 1er juillet 2021, le Conseil d'État a rendu une décision grande sainte où le Conseil d'État a dit que l'État français, puisque l'État français avait incorporé dans notre système juridique français les accords de Paris, eh bien, puisqu'il l'avait dit, puisqu'il l'avait pris dans une loi, il fallait maintenant qu'il le mette à exécution et donc lui en a donné injonction. Donc, vous avez évoqué le soft power. Je trouve que c'est un hard power extrêmement vigilant et que dans les legal makers, avant tout, pas avant tout, mais disons avec nous ou avec les autres, ce sont les juges de tous les pays, les juges qui se mettent à converger en raison de la grande urgence dans laquelle nous sommes. Alors, de tous les pays, pas exactement, mais en France, les entreprises, en tout cas en France, sont contraintes maintenant de s'impliquer. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que recouvre ce nouveau devoir de vigilance qui est mis à leur charge depuis cette loi de 2017 ? Et vous aurez été sensible au fait que dans le début de cette journée, le ministre des Affaires étrangères a lui-même évoqué l'obligation de vigilance, ce qui montre sa dimension politique extrêmement forte. C'est effectivement une invention française que d'avoir dit dans la loi du 27 mars 2017 qu'il y avait une obligation pour les entreprises de regarder ce qui se passe chez les autres qui font quelque chose pour elles. Donc, ce sont pour les entreprises donneuses d'ordre, par exemple, toutes les entreprises qui, quand bien même elles n'auraient pas de lien contractuel avec elles, fabriquent pour elles des choses. Donc, dans toute la chaîne de valeur en amont, elles doivent être vigilantes, notamment pour toutes les atteintes, y compris potentielles, à l'environnement, donc dans les enjeux climatiques, elles vont devoir être vigilantes. Et ce qui est remarquable, c'est qu'aujourd'hui, on va adopter effectivement une directive de l'Union européenne pour généraliser cette obligation de vigilance qui va faire entrer la dimension climatique dans notre droit positif. Donc on voit bien que c'est d'abord le juge saisi par la population, donc il y a une sorte de conscience pré-juridique dans la population, une cristallisation juridique par les juges, et puis ensuite la réglementation ou la législation qui intervient après, donc une obligation de vigilance qui fait que c'est internalisé dans les entreprises, ça s'appelle le droit de la compliance, puisque l'obligation de vigilance en 2017 a été absolument décalquée sur la loi dite Sapin 2, contre la corruption. Le plan de vigilance est calqué sur le plan de la loi Sapin 2. Alors, le problème, c'est qu'on crée aussi des situations de dumping avec des sociétés qui sont rattachées à des pays
extrêmement polluants, je pense à la Chine, je pense à la Russie, qui ne sont pas du tout soumises aux mêmes obligations. Est-ce qu'on ne risque pas à long terme de fragiliser des entreprises européennes qui du coup, vont perdre leur capacité à améliorer les choses? Et à ce titre, l'obligation de vigilance a été très critiquée. Mais c'est peut-être plutôt à court terme que cela crée un désavantage compétitif, parce qu'à long terme, peut-être au contraire, dès l'instant que vous avez une obligation de vigilance par rapport à un sous-traitant d'un sous-traitant d'un sous-traitant qui lui travaille tout au fond de l'Asie, par exemple, vous avez une possibilité, en tant qu'entreprise, d'exiger d'aller faire des audits, d'obtenir des informations, de la même façon qu'il peut y avoir, et on peut y compter, une sorte de maturation européenne. Le chef de l'État, il y a quelques mois, a dit à l'ONU qu'il fallait mettre des barrières à l'entrée pour tout produit qui serait réalisé dans des conditions environnementales ou climatiques inadmissibles. Ça, c'est une barrière à l'entrée. Et s'il y a un contentieux à l'OMC, par exemple, je prends le pari que ce serait considéré comme une barrière légitime. Donc on voit bien qu'à travers ce droit de la compliance environnementale, vous avez une mise à distance par rapport au libre-échange, par rapport au droit de la concurrence sec, en quelque sorte, et que peut se constituer une Europe souveraine. Donc la notion d'Europe souveraine, elle est beaucoup construite sur la justice climatique et le droit de la compliance dans son lien avec ces dimensions climatiques. Les barrières à l'entrée, comme vous le dites, personne n'a jamais osé. Vous pensez que c'est une manière de le pousser, de le contraindre par la... Dès l'instant que les enjeux climatiques sont soutenus activement par la population, une barrière à l'entrée qui est fondée sur les enjeux climatiques peut être tout à fait acceptée, puisque les produits sont désormais, grâce à la technologie, dotés d'une traçabilité et que l'on peut repérer des produits qui ont été fabriqués dans des conditions climatiques inaccessibles. Ça me paraît tout à fait adoptable, voire en cours de conception au niveau de l'Union européenne. Est-ce qu'on n'a pas là, et je me fais l'avocat du diable, hein, non, mais, je vous écoute. Et je réponds au diable. Une dérive inquiétante, hein, dans le sens où les juges souvent s'appuient sur des bilans d'ONG qui sont aussi contestables scientifiquement. Les juges ne sont pas qualifiés pour comprendre certains enjeux. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des décisions de justice qui seront finalement très politiques et qui pourraient nous amener parfois dans la mauvaise direction? Vous preniez l'exemple de l'Allemagne. Typiquement, l'Allemagne est un pays très antinucléaire, n'agit pas pour réduire ses émissions liées au système électrique. Donc, est-ce que c'est une solution qui pourrait être finalement pire que... Eh bien, je vais répondre au diable en lui demandant de lire la décision du tribunal constitutionnel allemand du 29 avril, car précisément cette décision que je n'ai pas lue en allemand, parce que hélas, je ne lis pas l'allemand, mais la traduction anglaise en est disponible, s'appuie précisément pour dire que les travaux scientifiques, ils n'ont pas je crois qu'il y avait des legal opinions de toutes les parties prenantes, puisque les procès climatiques sont avec des procédures très spéciales qui permettent à toute personne qui a quelque chose à dire de le dire, y compris par exemple ceux qui craignent les gouvernements des juges, mais avant tout cela s'appuie sur les travaux scientifiques. Et dans cette décision très importante, les juges ont dit que les travaux scientifiques rendaient incontestable le fait que si l'on ne faisait rien à partir de 2030, alors la catastrophe, elle était déjà acquise. Et à ce moment-là, le tribunal constitutionnel a dit que puisque à ce moment-là, c'était déjà acquis, le droit des générations futures devait être considéré comme déjà affecté ici et maintenant. Et ça, c'est une chose extrêmement importante, puisque ce qui est en jeu, ce n'est pas le droit futur des générations futures, c'est le droit présent des générations futures. Ce qui, en technique juridique, change beaucoup, parce que du coup, ils sont déjà affectés. C'est pour ça qu'on attend une décision qui va être extrêmement importante en la matière rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Si vous permettez, j'aimerais moi aussi répondre un peu au diable.
la grosse problématique du changement climatique et qui fait que les actions qu'on a aujourd'hui sont insuffisantes et comme elles l'ont toujours été, c'est le fait que cette sanction qu'on va tous prendre dans la tête, qui qu'on soit, elle est décalée dans le temps de 20, 30, 40 ans. Ça, c'est le gros problème. Ça se traduit dans les faits par un mécanisme de défense dans lequel chacun va toujours dire que c'est la faute de l'autre. C'est d'abord à l'autre de commencer. C'est d'abord la Chine qui doit commencer parce qu'ils émettent plus. C'est d'abord les entreprises qui doivent faire les efforts. Les entreprises, c'est d'abord les citoyens. C'est vrai que je vends de la merde, mais en même temps, les gens me l'achètent. Donc, si les gens arrêtent de lâcher, ce sera bon. Les politiques qui font rien, mais en même temps, c'est nous qui les élisons. Moi, je veux dire, j'ai parlé avec Madame la ministre de la Transition, et c'était ça le fond du discours. C'était, bah oui, mais moi, à chaque fois que je fais quelque chose, j'ai toujours des gens qui vont pas être contents. Donc, cette situation, on s'en sort le jour où il y en a un qui commence à dire « moi, je suis responsable et je démarre quelque chose ». Tant qu'il n'y a pas ça qui se passe, tout est bloqué. Donc s'il y a gouvernement des juges, si les juges prennent les devants, les juges, ils ont fait un premier pas. Donc au lieu d'avoir peur, parce que la peur gouverne aussi dans ces trucs-là, encourageons-les. Parce que tout part de l'individu. Lorsque l'individu soutient le juge, lorsque l'individu soutient le politique qui a commencé à faire quelque chose, lorsque l'individu va participer à une class action, lorsque l'individu finance des projets, à ce moment-là, il y a le début qui permet d'arrêter de se reposer toujours sur l'idée que c'est aux autres de démarrer quelque chose. Ça change vraiment tout. Vous proposez typiquement un moyen de contourner finalement tout cela, avec des solutions. Non, c'est pas, moi je ne le vois pas comme un contournement, moi je le vois comme un premier pas, et qui a des effets parce qu'on cherche à avoir un effet direct sur les émissions de CO2. On ne finance que des innovations. Par exemple, on ne finance pas l'éducation. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas à l'éducation. C'est juste que l'éducation, on n'est pas capable de le mesurer, de le transformer en dividende climat, et on n'est pas capable non plus d'être sûr que ça va avoir les effets immédiats. Et nous, on cherchait les effets immédiats. Mais il faut qu'il y ait des gens qui fassent l'éducation. Il y en a plein. Il faut qu'il y ait des actions très dures contre les entreprises. Il faut qu'on fasse attention aux bulletins qu'on met dans l'urne, à ce qu'on like sur les réseaux sociaux. Ce que je like, c'est ce que vont voir mes amis. Marianne Frison-Roche, vous croyez à cette capacité qu'aurait l'Europe d'être une force d'entraînement pour des pays extrêmement rétifs que sont notamment les grands pollueurs, la Chine ou l'Arabie Saoudite? Alors ça, je ne sais pas si la vertu est à ce point entraînante, mais ce que je sais, c'est que techniquement, l'obligation de vigilance a un effet extraterritorial, puisqu'elle s'impose à des entreprises qui, par ailleurs, ils sont obligés, mais peuvent aussi le prendre de gré, puisque si vous lisez toutes les chartes et les engagements de toutes les grandes entreprises, ça recopie spontanément l'obligation de vigilance et on contractualise l'obligation de vigilance. Donc, vous avez une possibilité de droit et de fait d'extraterritorialité. Et donc, quand bien même tous ces pays récalcitrants ne sont pas du tout d'accord pour être soumis à cette conception européenne, le devoir de vigilance, par exemple dans la directive qui est bientôt en cours de discussion au niveau européen, a un effet extraterritorial. Or, le droit de la compliance doit avoir un effet extraterritorial, là dans la dimension crise climatique prochaine, mais qui est déjà scientifiquement présente, dont on parle, puisque le droit de la compliance, c'est détecter et prévenir des crises systémiques futures. Donc la crise climatique, c'est l'exemple même, et également la violation des êtres humains. Et le droit, c'est fait pour respecter les êtres humains. Donc le droit de la compliance, c'est un peu le cœur du droit de demain à traiter dès aujourd'hui, sauf à se désespérer et à dire qu'on ne peut jamais rien faire, et finalement à changer de métier et à dire qu'être juriste, ce n'était pas une bonne idée. Mais si on continue à trouver que le droit peut avoir un quelconque intérêt, on se dit que le droit de la compliance, notamment dans cette dimension-là, a un intérêt. Or, par nature, il a un effet extraterritorial. Donc, quand bien même les entreprises en Asie, ou bien parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce qu'elles sont dans un système extrêmement corrompu, ne veulent pas être soumises à ça, la nature extraterritoriale des nouveaux instruments, par exemple le devoir de vigilance, peut les saisir et leur imposer ces normes-là. Et le droit évolue et rapidement dans ce sens-là. Si un État s'y oppose... Et ça, on ne demande pas, ça ne pense pas par les États.
ça passe par les entreprises. Donc vous avez une sorte d'alliance entre des États, par exemple les différents États européens, ou bien les banquiers centraux. Je rappelle que la Banque centrale européenne a pris comme premier objectif la lutte contre le changement climatique, donc une alliance entre les grandes autorités de régulation ou de supervision et les grandes entreprises. Et les grandes entreprises, elles ne sont pas enfermées dans les frontières, notamment parce qu'elles reprennent ces obligations dans leur grande code de conduite. Code de conduite, c'est une expression que j'ai entendue dans des précédentes tables rondes, comme quoi c'était la notion clé code de conduite. Or, toutes les grandes entreprises ont des codes de conduite qui reprennent ces normes-là et elles l'appliquent d'une façon globale et systématique, et je dirais même systémique. Donc, à travers la puissance des grandes entreprises, cela peut fonctionner. Si elles l'oublient un peu, la population va déclencher des class actions. Et là, il va y avoir des juridictions de première instance, des cours suprêmes, des cours constitutionnels, qui ensuite vont donner des obligations de faire, c'est-à-dire vous ne pourrez pas vous en tirer en quelque sorte par un chèque de 1 ou 2 milliards. Non, vous allez avoir des obligations de faire avec des moniteurs, ce qu'on appelle des programmes de compliance. Alors, il n'est pas avec nous, mais justement, on a tenu à entendre dans cette table ronde le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme et l'environnement, l'ONU dont l'action auprès des pays les plus polluants qui ne sont pas ceux visés par nos tribunaux peut avoir justement un impact majeur. Il s'appelle David Boyd. Je vous propose d'écouter cet entretien qu'il a accordé à Laurence Neuer. Law actually has an essential role to play as a catalyst in switching our society from a fossil fuel-based economy to a renewable energy economy. So laws, for example, that prohibit using coal to generate electricity are a catalyst for the development of renewable energy. And similarly, we need laws to promote a circular economy where everything that we make and use can be reused, recycled, or composted, which moves us away from the extractive approach and the putting the garbage and pollution back into nature once we've used materials. So law has a really vital role to play in pushing us away from unsustainable activities and requiring corporations and individuals to practice sustainable living. Yes, absolutely. This is a historic moment in the evolution of human rights globally because the right to a healthy environment was not included in the Universal Declaration back in 1948. But today we need this right more than ever because we live in a world where every year 9 million people die prematurely because of exposure to air pollution, water pollution, and toxic chemicals. So this recognition of a right to a healthy environment has the potential to save literally millions of lives every year through stronger air quality standards, stronger water quality standards, banning certain types of toxic chemicals and pesticides, etc. Yes, well, of course, we only rely on litigation when governments have failed in their obligations to protect human rights. So it's really a measure of last resort. And this United Nations resolution itself is not legally binding or enforceable, but it's intended as a catalyst that will lead governments to change constitutions, to change legislation, and that will provide a means of holding governments accountable. We saw that in 2010 when the United Nations recognized the right to water. That led to countries like Costa Rica, Mexico, and Slovenia changing their constitutions, other countries changing their laws, and many countries making it a priority to deliver on the promise of safe drinking water. Well, I think it's fantastic that children and youth are actually exerting their political power and discovering the fact that they do have legally enforceable rights. And I think this is a very exciting development. And of course, there's two aspects of this. One is the political
influence that these children and youth are having through the massive street protests that predated the pandemic. And the other is the way they're using their rights in the courts to hold governments accountable. There's a famous case from Colombia in South America where 25 children and youth successfully sued their government and on the basis of their right to live in a healthy environment, forced the government to come up with a plan to end deforestation in the Colombian portion of the Amazon rainforest. So these rights can be very powerful tools. I think that in theory, the polluters pay principle is a very powerful legal principle. The problem is that to date, governments have not applied this principle. And so businesses have been able to discharge literally billions and billions of kilograms of pollution into our air, our water, our soil, which ends up in our lungs, in our hearts. And so we need to actually not talk about the polluter pays principle, but implement it so that there's a price on pollution, which will create an incentive for businesses to come up with much cleaner products and processes and a healthier environment for all of us. Voilà, David Boy, c'est vrai quand on écoute, on se dit qu'on en est finalement qu'au tout début et que la grande difficulté même avec ces nouvelles notions qu'on introduit en droit français, ça reste la preuve. Comment prouver le lien de cause à effet entre une entreprise et le coût environnemental payé? On voit que dans beaucoup d'affaires, c'est ce qui coince. Tout coince, mais bon, s'il fallait s'arrêter aux difficultés, je crois comme ça vient d'être dit, ce qui compte, c'est l'énergie. C'est l'énergie pour demander en quelque sorte de l'aide. Quand il y a comme ça des actions faites par 25 personnes très jeunes à un tribunal en Colombie et qu'on gagne quand même, vous voyez, demander, on ne peut que risquer de ne pas obtenir. C'est tout. Donc pourquoi ne pas demander? J'en reviens parce que c'est lié justement à une affaire qui implique le groupe Casino. Oui. Le groupe Casino qui est assigné en justice oui. par des ONG pour le lien qui est fait entre ces ventes de viande élevée en Colombie et qui serait liée à la déforestation. Et on voit que ça va être très difficile de reprendre toute la chaîne de production finalement. Mais là, comme ce sont des devoirs plutôt de vigilance, les charges de preuve sont inversées et donc les juges, en plus, là c'est plus des questions d'environnement que de changement climatique et donc pour le moment on a besoin aussi que les juges formulent sur quelle base par exemple, parce que si on prend le contentieux en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme, il faut savoir déterminer, et ce n'est pas encore dit, sur quel droit subjectif de l'homme cela est fondé. Vous avez possiblement le droit à la vie des générations futures. Vous avez le droit à la vie privée, c'est-à-dire au développement personnel des générations futures, et vous avez aussi le droit au recours effectif, c'est-à-dire le droit pour les générations futures d'aller saisir un juge pour leur demander d'être effectivement protégés. Donc il faut quand même des juges assez offensif. Une fois que cela est obtenu, alors vous avez de la part de ceux qui demandent de l'aide au juge la charge de ce qu'on appelle la vraisemblance. La vraisemblance qu'il puisse y avoir une corrélation entre s'ils agissent non pas contre un gouvernement mais contre une entreprise, qui n'est pas tout à fait le même litige, que l'entreprise puisse avoir eu sa part en étant là ou en ayant bénéficié d'eux, voilà, qu'il y ait une corrélation, une participation, ce que techniquement on appellerait l'équivalence des conditions par rapport à la causalité. Et une fois que le demandeur a démontré cela, alors on y a une alternance de charges de preuve et l'entreprise doit démontrer que bien qu'elle y ait eu sa part, ce n'était pas une part déterminante. Et si elle arrive à démontrer qu'elle n'avait pas sa part déterminante, et assez souvent, elle a plus d'avocats et de conseils experts en droit, beaucoup de professeurs en droit l'entourent, d'une fois qu'elle a brisé cette vraisemblance pour démontrer que non, elle n'avait pas de part active suffisante dans le dommage, alors elle ne sera pas condamnée.
Je vais laisser le mot de la fin à Medicoli, mais dans votre projet, vous rencontrez énormément d'entreprises, de grandes entreprises. Est-ce que vous les avez senties évoluer? Est-ce que vous pensez que leur prise de conscience aujourd'hui est sincère? Alors, le truc, c'est que moi, je rencontre les experts climat et RSE. Donc, eux, ils sont sincères. Parce qu'en fait, une entreprise, c'est quand même, à la fin, c'est quand même des gens à l'intérieur. Et donc, vous en avez certains qui vont l'être, d'autres non. Et après, je pense qu'au sein des comités exécutifs, ça doit être qui est-ce qui arrive à mieux convaincre les uns et les autres. Donc, la contrainte, pour vous, elle est utile? Je pense qu'ils vont suivre leurs clients. Ils vont suivre leurs clients, ils vont suivre leurs salariés. Les salariés aussi, ils ont besoin en fait d'arriver à ce que les gens aient envie de bosser chez eux. Donc les façons de les faire évoluer, c'est les clients, les salariés à l'intérieur. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette table ronde. Marianne Frison-Roche, Medicoli. Restez avec nous. La prochaine table ronde arrive dans une dizaine de minutes. Merci. Merci.